Bienvenue! Aujourd'hui, on va soulever le capot de Windows. On va essayer de démystifier un peu tout ce qui se passe derrière l'écran. L'idée, c'est simple, mieux comprendre la machine pour mieux la maîtriser. On a tous l'impression de piloter notre ordinateur avec la souris, n'est-ce pas? Mais en réalité, il y a quelque chose en coulisses, un vrai chef d'orchestre invisible qui s'assure que tout fonctionne en harmonie. Mais alors, c'est qui? Alors, voilà le plan pour percer ce mystère. On va commencer par identifier ce fameux chef d'orchestre. Ensuite, on verra comment on obtient nos propres clés numériques. Puis, un petit tour sous le capot pour voir comment ça tourne. On enchaînera avec le bouclier du système, très important, et on terminera en voyant comment tout ça se connecte au monde. Allez, c'est parti. On attaque la première partie. Ce fameux chef d'orchestre invisible, c'est ce qu'on appelle le système d'exploitation. C'est vraiment la fondation, la base sur laquelle tout le reste va venir se construire. Ok, un système d'exploitation, ou OS comme on dit souvent. Qu'est-ce que c'est concrètement? Pensez-y comme un traducteur universel. C'est lui qui fait le pont entre le matériel, le processeur, la mémoire, tout ça, et les logiciels que l'on utilise tous les jours. Sans lui, ce serait le chaos total. Imaginez tous les logiciels qui essaient de parler au matériel en même temps, sans se comprendre. Une vraie cacophonie numérique. Et l'histoire de Windows, c'est assez fascinant. Faut savoir que ça n'a pas toujours été ce qu'on connaît aujourd'hui. En 85, avec Windows 1.0, c'était juste une couche visuelle par-dessus le bon vieux MS-DOS. Le vrai tournant, c'est Windows 95. Là, on a un vrai système autonome. Et après, chaque version a apporté sa pierre à l'édifice. XP, qui a réuni le monde pro et le monde perso. Et puis Windows 10, qui a changé la donne avec ce concept de mise à jour constante. Et ça, l'interface graphique, c'était la grande révolution. Il faut vraiment s'imaginer l'avant, hein. Pour la moindre action, il fallait taper une ligne de commande super précise. Et d'un coup, Windows arrive avec des icônes, des fenêtres, la souris, le fameux glisser-déposer dans la corbeille. L'informatique est passée d'un truc d'expert à un outil accessible à quasi tout le monde. C'est ça qui a tout changé. Bon, maintenant qu'on a le système, comment on y accède? Eh bien, chacun a besoin de sa propre clé. Et c'est justement le rôle des comptes utilisateurs. Alors là, attention, c'est une différence fondamentale à comprendre. D'un côté, on a le compte administrateur. C'est le passe-partout, la clé maîtresse qui ouvre absolument tout. De l'autre, le compte standard. C'est plus comme la clé de sa chambre. On peut faire ce qu'on veut à l'intérieur, mais on ne touche pas au mur porteur. Et c'est super important de voir ça non pas comme une limite, mais vraiment comme une sécurité. D'où ce conseil qui est peut-être le plus important de tous en matière de sécurité. Pour l'usage quotidien, il faut utiliser un compte standard. Pourquoi? C'est simple. Si jamais un logiciel malveillant essaye de s'installer, il va se retrouver bloqué. Il aura besoin des droits d'administrateur et donc du mot de passe. C'est une barrière toute bête mais redoutablement efficace. Allez, on continue notre exploration. Maintenant, on va regarder un peu sous le capot pour découvrir quelques outils de gestion essentiels qui sont intégrés à Windows. Le premier outil, le grand classique, c'est le gestionnaire des tâches. Il ne faut pas en avoir peur. Pensez-y plutôt comme le tableau de bord de la voiture. Il montre en temps réel ce qui se passe sous le capot, quel programme consomme quoi, ce qui tourne en fond. Et son utilité, elle est hyper concrète. Une application est complètement gelée, hop, on ouvre le gestionnaire, on sélectionne le programme et on clique sur Fin de tâche. L'ordi met 3 heures à démarrer. On va dans l'onglet Démarrage et on désactive tout ce qui n'est pas nécessaire. Franchement, c'est le premier réflexe à avoir quand ça le tourne pas rond. Là, on va aborder un point un peu plus technique, mais c'est juste pour comprendre l'évolution. La façon d'organiser les données sur un disque dur a changé. L'ancien système, le MBR, était limité, notamment à 2 téraoctets. Le nouveau, le GPT, fait sauter ces verrous. Concrètement, ça permet d'avoir des disques durs beaucoup plus gros et ça aide aussi l'ordinateur à démarrer plus rapidement. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Ok, on a vu la mécanique, mais un moteur puissant sans protection, ça ne sert pas à grand-chose. Alors comment on sécurise tout ça? Heureusement, Windows a son propre bouclier intégré pour rester stable et protégé. Ce bouclier, il tient sur 3 grands piliers. On a d'abord Windows Update pour les mises à jour, puis Windows Defender, l'antivirus maison, et enfin la restauration du système, une sorte de machine à remonter le temps. Ces 3-là travaillent main dans la main. Et on commence avec le pilier numéro 1, et honnêtement, c'est le plus important. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose sur la sécurité, ce serait ça. Faites les mises à jour. Windows Update, c'est ni plus ni moins que le système immunitaire de l'ordinateur. Microsoft envoie en permanence des vaccins pour contrer les nouvelles menaces. C'est vraiment la première ligne de défense, et la plus cruciale. Le deuxième pilier, c'est le garde du corps, Windows Defender. C'est l'antivirus qui est intégré directement dans Windows. Il tourne en permanence en arrière-plan, il surveille ce qui se passe, et franchement, pour un usage normal au quotidien, il fait très bien son travail.
et protège contre la plupart des menaces classiques. Et enfin, le troisième pilier, c'est un peu l'outil magique, le filet de sécurité, la restauration du système. Imaginez ça comme un gros bouton annulé pour tout le système. L'idée, c'est de créer un instantané de la configuration de Windows à un moment où tout fonctionne bien. Si une installation tourne mal, pas de panique, on peut revenir à ce point de restauration. Et le plus beau, c'est que ça ne touche pas aux fichiers personnels. Bon, on a vu l'ordinateur en tant que machine individuelle. Mais aujourd'hui, un ordinateur n'est presque jamais seul. Comment il fait pour parler avec les autres? Pour se connecter au monde? Eh bien, tout commence avec le réseau local, qu'on appelle aussi LAN. C'est très simple en fait, c'est le petit quartier numérique à la maison ou au bureau. Tous les appareils qui sont connectés à la même box Internet font partie de ce même réseau local. Et parce qu'ils sont dans le même quartier, ils peuvent se parler et échanger les ressources. Alors, le partage de fichiers, ça peut vite devenir un casse-tête. Mais en fait, il y a une logique assez simple. Pour que deux ordis acceptent de partager des choses, il faut une petite checklist à respecter. D'abord, être sur le même réseau. Ensuite, être dans le même groupe de travail. Il faut aussi que le pare-feu les laisse communiquer. Et le point crucial, souvent oublié, c'est beaucoup plus simple si un compte utilisateur avec le même nom et le même mot de passe existe sur les deux machines. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon des bases de Windows. Du système d'exploitation jusqu'au partage en réseau, en passant par la sécurité. Mais tout ça, ça nous amène à une dernière question. Maintenant qu'on connaît un peu mieux les outils, est-ce que son propre système est bien configuré? Est-ce qu'il est vraiment sécurisé et optimisé au maximum? C'est le moment de passer de la connaissance à l'action.